Corps à corps à corps. Et dans cette guerre commerciale lancée par Donald Trump depuis la semaine dernière contre le monde, eh bien, les hostilités ont été renforcées aujourd'hui même, notamment contre Pékin, puisque Donald Trump va imposer à partir d'aujourd'hui des droits de douane de plus de 100% sur les produits chinois importés. La Maison-Blanche a donc rendu public dans la nuit de mardi à mercredi un décret présidentiel amendé qui fait passer de 34% à 84% les droits de douane qui devraient être perçus par Washington sur les importations en provenance de Pékin. Si on ajoute les 20% qui sont déjà en vigueur, on arrive donc à 104% de taux qui va être appliqué à la Chine. Alors, un porte-parole du ministère du Commerce chinois a répliqué que la Chine n'acceptera jamais cela. Lin Jian, bon, je prononce peut-être pas bien son nom, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, a expliqué que si les États-Unis ignorent les intérêts des deux pays et de la communauté internationale et persistent à lancer une guerre des droits de douane ou une guerre commerciale, la Chine les combattra jusqu'au bout, a-t-il souligné. La Chine, pour le moment, a récemment annoncé des droits de douane de 34% sur les importations américaines en réponse aux premiers 34% annoncés par les Américains contre Pékin. Alors, on imagine bien que cette guerre des droits de douane qui monte en escalade en Chine va toucher l'ensemble de la planète boursière. D'ailleurs, la finance panique, les marchés sont affolés depuis vendredi dernier, vous le savez, on en a parlé ici. La bourse de Tokyo a rechuté de 3% encore aujourd'hui dans le sillage de Wall Street. Le pétrole a accéléré son plongeon qui est au plus bas depuis 4 ans, autour de $60 le baril. Mais Donald Trump se veut rassurant, je le précise. Il a expliqué qu'il a promis qu'il y aurait des accords sur mesure, pas du prêt-à-porter, mais de la haute couture. Voilà, Trump qui parle de haute couture. Allez, pour en parler et mieux comprendre tout ce qui se passe, les enjeux et ce qu'il faudrait faire, nous sommes avec 2 invités. Laurent Michelon, bonjour. Bonjour Clémence. Merci beaucoup d'être avec nous, entrepreneur en Chine, diplômé de Sciences Po, d'Unialco, auteur de Comprendre la relation Chine-Occident. Alors là, on a plus que jamais besoin de la comprendre. La superpuissance réticente et l'hégémone isolée. Et puis, nous sommes avec Sylvain Tiget. Bonjour Sylvain Tiget. Bonjour Clémence. Et merci beaucoup d'être avec nous, expert en économie et investissement, fondateur d'Ultra Bourse, cofondateur de la lettre d'investissement Les Incorruptibles avec Olivier Delamarche. Alors Laurent Michelon, peut-être pour commencer, cette relation Chine-Occident et plus particulièrement Chine-États-Unis. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer aujourd'hui? Où en est-elle? Alors sur la question des droits de douane, effectivement les États-Unis ont annoncé qu'ils allaient rajouter encore 50% de droits de douane sur les 34 qu'ils avaient ajoutés auparavant et puis les 20 encore avant. Donc effectivement on est à plus de 105% de droits de douane sur tous les produits chinois. Ce qui est dans les faits, c'est un embargo sur les produits chinois. Je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit qui parte des ports chinois vers les États-Unis aujourd'hui. Oui, dans les faits, c'est un. Pardon, j'ai mal entendu. Dans les faits, c'est un embargo, c'est ça que vous avez dit? Un embargo. D'accord, oui. C'est un embargo, oui. Puisqu'il n'y a rien qui va partir aujourd'hui de la Chine vers les États-Unis. Il faudrait être fou pour le faire. Ah oui. Alors pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'impact parce qu'on va le voir d'ici quelques mois quand les stocks de produits faits en Chine s'épuiseront aux États-Unis. Oui, et là, en ce moment, les carnets de commandes vont être assez vides. Mais qui va être impacté principalement par ça? La Chine, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 2018, les États-Unis lui font la guerre commerciale. Donald Trump avait déjà commencé sous son premier mandat. Et donc, pendant les 4 ans de l'administration Biden, la Chine n'est pas restée les bras croisés. Elle s'est préparée à ce qui arrivait, puisque c'était à peu près inéluctable. Et aujourd'hui, il faut voir que les exportations chinoises vers les États-Unis, c'est environ 20% du PIB chinois. Donc c'est plus ce que c'était, c'est plus le partenaire commercial principal. Maintenant, la Chine s'est tournée vers l'Asie du Sud-Est, le Moyen-Orient, l'Europe, voilà, la Russie aussi. Donc les États-Unis ont vraiment perdu leur importance commerciale pour la Chine, ce qui n'est pas le cas dans l'autre sens. C'est-à-dire que quand vous parlez de la Russie, effectivement, la Russie a réussi à on va dire, se séparer de l'Europe, en se tournant vers d'autres marchés. Oui. Par contre, l'Europe, elle, n'a pas réussi à se séparer de la Russie. Et ben là, c'est la même chose qui est en train de se passer entre la Chine et les États-Unis. C'est que la Chine a déjà entamé depuis plusieurs années son découplage, qui était en fait une rhétorique américaine qu'on retrouve dans tous les médias depuis des années, de découpler, dérisquer. La Chine, elle, s'est préparée à ça.
Et aujourd'hui, elle peut tout à fait absorber ce choc. Alors que les États-Unis sont dans une situation où, et on le voit, on l'entend des grands patrons de sociétés américaines, des patrons de petites et moyennes entreprises américaines, qui disent c'est simplement impossible parce que tous les produits qui sont exportés vers les États-Unis sont principalement des produits de marque occidentale, Apple, Microsoft, Oui, des c'est choses ça. comme ça. Mais c'est ça que je voulais vous Donc, demander. Oui. Mais oui, mais donc, est-ce que donc c'est c'est les pas une premières marques façon. qui vont être Oui. impactées. Ouais. Ouais. Parce qu'en fait, on Et en a déjà parlé hier et on a compris que finalement, c'était cette guerre que menait Trump, sans le dire officiellement, il faisait peut-être une guerre à ses propres multinationales américaines qui avaient des sièges ailleurs. Et finalement, vous le dites vous-même, ça ne va pas toucher les Chinois, mais ça va toucher les entreprises, les grosses entreprises Bah, ça va américaines. d'abord, voilà, la raison pour laquelle je trouve cette explication de toucher en fait au portefeuille les grandes multinationales américaines, je trouve que c'est pas une explication suffisante parce que ça va aussi impacter les petites et moyennes entreprises américaines qui font tout fabriquer en Chine et qui là, elles aussi, ont dit mais ça fait déjà plusieurs années qu'on a essayé de trouver des alternatives, que ce soit au Vietnam, que ce soit en Inde, que ce soit en Indonésie ou un petit peu partout dans le monde, et ils on ne trouve jamais d'alternative à la Chine qui soit satisfaisante d'un point de vue, au point de vue du coût, au point de vue de la qualité. Donc, en fait, ils disent, mais en fait, ces droits de douane américains, c'est en fait une coupure dans les marges des petites et moyennes entreprises américaines. Et enfin, le consommateur final qui, lui, va devoir payer tout ça parce que les États-Unis ne peuvent pas, dans les faits, complètement se couper de la Chine pour tous les produits de consommation courante. Il faut voir que ce qu'importent les États-Unis de la Chine et ce qu'importe la Chine des États-Unis, c'est complètement différent. C'est-à-dire que la Chine fait venir des États-Unis des produits intermédiaires qui ensuite elle va réutiliser pour fabriquer des produits qu'elle revend aux États-Unis. Donc il va y avoir 34% de droits de douane sur des produits qui arrivent des États-Unis vers la Chine. Donc, la Chine va imposer 34%, et ensuite répercuter cette hausse sur les produits qu'elle va revendre aux États-Unis, qui eux-mêmes vont les resurtaxer. Donc ça va donner lieu, et on le voit déjà, à une inflation. C'est-à-dire que quand Trump est arrivé au pouvoir, il y avait déjà 2,8% d'inflation. Là, d'ici la fin de l'année, c'est quasiment sûr, si les tarifs sont maintenus, on va arriver à 5%, et dans les années qui viennent, on va avoir de l'hyperinflation aux États-Unis. Donc, pour l'instant, on se dit, ça a l'air complètement suicidaire du point de vue américain. Par contre, il faut regarder, je pense, un petit peu plus loin, c'est que ce qui se passe en fait depuis 72 heures, c'est qu'il y a une soixantaine de pays déjà qui sont allés voir aux États-Unis. Oui, c'est ce que dit Donald Trump. Et d'ailleurs, Trump s'en est vanté dans un discours hier soir en disant mais tout le monde m'appelle pour me demander à faire un Oui, d'ailleurs, il a dit que les Chinois aussi. Il a dit que les Chinois veulent arriver à un accord désespérément. Bah ça, c'est ce qu'il dit, mais c'est lui qui tape avec des majuscules sur Twitter, hein, donc c'est plutôt lui qui a l'air désespéré et agité. Mais non, parce que la Chine a déclaré qu'elle irait jusqu'au bout et qu'il était hors de question de payer ce tribut, en fait, parce que c'est ce que font les États-Unis, c'est qu'ils demandent au monde entier de payer un tribut à l'hégémon. Voilà. Donc en fait, il y a des pays qui n'ont pas le choix. On a vu que le Vietnam a capitulé en race campagne. Ils ont dit bon, on n'impose plus aucun droit de douane sur les produits américains et on espère qu'il y ait une réciprocité. Alors c'est pas un pays, mais Taïwan a fait la même chose. Et d'autres pays, l'Union européenne, on a vu von der Leyen qui est allé voir en disant il n'y a pas la peine d'avoir une guerre commerciale. Mais ce qui se passe, c'est que ça, c'est l'Union européenne. Mais en France, par exemple, il y a Jean-Noël Barrot qui était à Pékin la semaine dernière, et lui, il est venu pour expliquer qu'il ne pensait pas qu'une guerre commerciale entre la France et la Chine était souhaitable et qu'il fallait trouver des solutions. On a Sanchez qui arrive cette semaine à Pékin pour faire la même chose, pour discuter de la même chose. On voit Mélanie qui fait la même chose, Orban qui fait la même chose. Donc on a en fait Trump qui est en train de pousser la moitié des pays de l'Union européenne dans les bras de la Chine, après avoir critiqué Joe Biden qui avait poussé la Russie dans les bras de la Chine. Laurent Michelon, vous avez dit beaucoup de choses. Voilà. Je vais donner la parole à Sylvain Tichet qui va devoir répondre à tout ce que vous avez dit. Comment elle s'appelle Mélanie et Ursula von der Leyen ont aussi dit qu'elles allaient négocier avec Donald Trump. Donc, ils ne négocient pas qu'avec la Chine. Juste, ils essayent de dire on négocie avec tout le monde. Ouais. Donc, on n'est pas que dans le côté chinois et dans le bateau chinois. Sylvain Tichet, je pense que vous avez beaucoup de choses à dire sur tout ce que vous avez entendu.
Oui, alors moi je vais peut-être réagir sur la partie marché financier de l'impact justement de l'augmentation des droits de douane. Une des questions qui revient assez souvent en fait, ou en tout cas qui me revient assez souvent, c'est quel est l'impact en fait de ces droits de douane sur les bourses mondiales, parce qu'il y a Oui. beaucoup de gens qui aujourd'hui ont basé en fait leur stratégie patrimoniale sur justement acheter des actions et notamment des actions américaines, des indices américains. Mm. Alors, si vous voulez savoir ce qui se passera sur les marchés financiers, je suis venu ici, là, je suis à l'île Maurice pour une conférence économique. On en a discuté avec d'autres personnes qui avaient des sociétés de gestion sur place, et on a à peu près le même constat. Si vous voulez savoir ce qui se passera sur les actions américaines, vous devez considérer en fait Enfin, il y a deux mondes en fait. Il y a le monde, si vous voulez, de nos grands-parents et de ceux d'avant, qui, je vous le rappelle, achetaient par exemple une machine à laver qui allait tenir très très longtemps dans Oui. le temps, qui était très solide. Et en fait, on était à l'époque dans une consommation en fait de qualité. On payait des produits chers et on essayait de les faire tenir le plus longtemps possible. Oui. Et plus une entreprise produisait un bien qui durait longtemps dans le temps, plus elle était réputée, à un Oui. monde où justement on achète, je dis une bêtise, hein, mais on achète un téléphone tous les 4 ans ou 3 ans, Même pas. les Oui. chaussures, oui, voilà, les chaussures toutes Bon. les 2 ans, je ne sais même pas comment, enfin voilà. Donc on est passé dans un monde, si vous voulez, de qualité à quantité. Et là, en Ouais. fait, si cette guerre commerciale s'éternise dans le temps, on ne sait pas si elle s'éternisera ou pas, hein, ça on n'en sait rien aujourd'hui. Si cette guerre commerciale s'éternise dans le temps, bah, la conséquence assez naturelle et assez directe, c'est qu'on passe d'un monde mondialisé où on pouvait acheter des baskets, je dis une bêtise, 100 euros, à un monde où justement bah, ces mêmes baskets coûteraient 250, 300 euros, auquel cas on repasserait dans un monde où on devrait, en fait, si vous voulez, investir dans des produits de haute qualité. Donc les gens chercheraient un petit peu comme à l'époque de nos grands-parents à acheter des produits chers mais durables dans le temps. On serait plus dans Oui. une consommation de, une consommation de qualité. Alors, juste pardon, Ça, Sylvain Tichy, avec peut-être juste la petite parenthèse que aujourd'hui, malheureusement, c'est pas parce qu'on achète des baskets 300 euros qu'elles sont de bonne qualité, parce qu'elles sont quand même faites en Chine sur les mêmes rails que les autres. Mais bon, oui, bah, vous les achèterez 600 ou 700 euros et puis, et oui, puis elles seront pour pas de qu'elles soient bonne faites qualité. Donc, en France, quoi. Ouais, ou... Donc, vous essaierez d'acheter des produits qui tiennent pour ce Mm. prix-là. Donc, bon, ça, c'est si la guerre commerciale dure longtemps dans le temps. Moi, je pense que c'est un levier de négociation qu'il met en place. Je vois pas dans quelle mesure ça serait amené à tenir, dans le sens où les États-Unis ne seraient pas forcément gagnants. Pour savoir où vont les bourses, parce qu'en fait, quand Donald Trump a annoncé les 104% de droits de Oui. douane sur certains produits chinois, hier, aux alentours, enfin, qui devaient être applicables hier à partir de minuit, heure américaine, les marchés financiers qui avaient pris 3-4% dans la journée ont reperdu ce qu'ils avaient intégralement Ouais. regagné. Ouais. Bah, en fait, il faut juste considérer par exemple la chaussure Nike. C'est l'exemple qu'on a pris pendant la conférence qu'on a donnée ici. Imaginons qu'une chaussure Nike vous coûte 100 dollars, ok, aux États-Unis, ou 150 dollars. Cette chaussure, elle est produite au Vietnam pour 20 dollars, Mm. ok. Une bêtise, il y a 40 dollars de droits de douane. Donc ça veut dire Mm. qu'elle vous coûte 60, vous la vendez 150, vous gagnez 90. Mm. Bon, bah, si ces 40 dollars deviennent 80, d'accord, vous avez toujours 80 plus, j'avais dit combien? J'avais dit 20 dollars, c'est ça, Oui, 80 de plus droit de 20, donc douane, ça veut ouais. dire Ouais. votre chaussure vous coûte 100 dollars, vous la vendez 160, il y a une baisse de marge, d'accord? Vous margez à 60% brut quand avant vous margiez à 60 moins 160, 100 dollars sur 60, ça fait 1,5, ça fait 150%, Mm. ok? Quelque chose comme ça. Donc votre marge, elle passe de 150 à 100, à 60, vous perdez 100%, bah en fait, c'est de la perte de valeur de l'action de l'entreprise. Donc en Oui. fait, vous avez potentiellement l'action qui devrait perdre 100% enfin, pas 100%, mais l'équivalent de revenus en valeur boursière. Donc en fait, si vous voulez, le gros calcul qu'il faut faire, si vous voulez savoir à quel niveau acheter ou jusqu'à quel niveau peuvent descendre certaines entreprises, c'est prendre les entreprises américaines que vous avez en portefeuille, calculer l'impact des droits de douane actuels versus les droits de douane antérieurs à quand vous avez payé la valeur. Si je dis une bêtise, si quand vous aviez payé la valeur, il y avait 20% de droits de douane et qu'on est à 100, bah, vous avez 80% de droits de douane en plus. Vous calculez les produits sur lesquels ces droits de douane s'appliquent et ça vous donnera une estimation de la perte en fait de valeur de votre entreprise par une perte en fait tout simplement de revenus, de chiffre d'affaires et de marge en fait, hein. Et ça vous dira à peu près ce qu'on appelle le PPS, le price per share, le prix par action qu'il faudrait payer ou que votre entreprise devrait valoir. D'accord? C'est un travail à faire, c'est assez long, mais en réalité, ça vous rassurera parce que beaucoup de gens sont paniqués aujourd'hui, se disent mes actions baissent, je dois tout vendre, je vais me suicider. Pas réellement, c'est un ajustement. Et ces ajustements sont d'ailleurs variables. C'est-à-dire que si demain la guerre commerciale se termine, ben, on calculera un nouveau prix par action qui sera très probablement plus élevé. OK? Donc, voilà, en gros, c'est rester tranquillement Restez calme. rationnel Il n'y a pas et de, il y a calculer pas vos de crack ratios. boursier alors.
Bah, il y en a un, mais si vous voulez, il y en a un, mais c'est toujours pareil. C'est dans les cracks en fait que les meilleures affaires se font. C'est pas Mm. quand les marchés montent que vous gagnez de l'argent. Donc là, en fait, aujourd'hui, c'est l'opportunité pour les gens qui sont pas encore en bourse de potentiellement payer des choses pas trop chères. D'accord? C'est un Mm. petit peu les soldes. C'est pour ça qu'au lieu de paniquer, je pense que les gens devraient plutôt se dire, OK, bah, c'est les soldes, qu'est-ce que je peux acheter? Mais bon, il faut acheter Mm. des choses qui valent le coup, donc il faut calculer son prix par action. Oui. Alors, ok, bon, ça c'est pour les gens qui veulent investir. Je suis pas sûr que ce soit le cas de tous ceux qui nous écoutent parce que malheureusement, on est aussi dans une situation de déclassement français où on n'a pas forcément le temps et l'opportunité financière de pouvoir imaginer d'investir. Si on reprend plus le schéma global de cette guerre économique, d'abord, est-ce que d'après vous, Donald Trump joue une partie intelligente ou est-ce que vous comprenez quelque chose à sa partie, tout simplement? Et ensuite, que devrait faire la France pour servir ses propres intérêts? Je suis toujours avec vous, Sylvain Tigier. Ah, toujours avec moi. Oui, OK, oui, très après, bien. je me retourne vers Laurent Michelon. Pas de souci. Pour Donald Trump, bah, écoutez, il fait la stratégie de Trump. Il a été élu pour ça. Il l'avait annoncé de toute façon dans sa campagne présidentielle. S'il était élu, il allait taper sur la Chine. Et c'est ce qu'il avait fait à la fin de son premier mandat, hein. Il avait Oui. déjà tapé sur la Chine. À l'époque, les marchés financiers avaient déjà dévissé. Et en fait, c'est une raison qui est très très simple, comme l'a dit Laurent juste avant. Les États-Unis dépendent énormément de la Chine. Ils ont un déficit commercial, c'est-à-dire qu'ils importent plus que ce qu'ils n'exportent vers la Chine. Oui, Ils ont ce un que disait déficit, Laurent un Michelon. déficit d'à peu près 300 milliards de dollars. C'est énorme, d'accord? La Chine, elle, bah, c'est vrai que son principal partenaire commercial, c'est les pays de l'ASEAN, donc c'est-à-dire des pays d'Asie du Sud-Est. Vous avez l'Union européenne en numéro 2, puis ensuite vous avez les États-Unis. Donc les États-Unis, je crois que si je dis pas de bêtises, c'est 20% ou même pas de leurs exports. Alors c'est quand même pas anodin, c'est pas rien. Mais c'est pas leurs principaux partenaires commerciaux. Là où en revanche, il y a un vrai sujet, c'est que les États-Unis, ça reste le dollar américain. Les Chinois aujourd'hui sont quand même euh, très longs en dollars, c'est-à-dire qu'ils ont énormément de devises américaines, de dollars américains en réserve. Traditionnellement, ils allaient recycler en fait les dollars américains qu'ils gagnaient avec leurs échanges commerciaux internationaux dans la dette américaine. Et ce qui a déclenché si vous voulez, ce qui a déclenché comment dire, cette guerre commerciale, c'est que les Chinois ont commencé il y a quelques années à vendre massivement la dette américaine, à se désendetter parce qu'ils en avaient marre en fait de financer le déficit américain. Et c'est un petit peu une des choses qui a commencé à déclencher la guerre entre la Chine et les États-Unis, c'est que les Chinois se sont dit, bon, on a beaucoup d'argent, on va commencer à acheter de l'or et on va arrêter d'acheter, je schématise, hein, mais on va arrêter d'acheter de la dette américaine parce que à chaque fois qu'on achète des actifs chez vous, vous dévaluez le dollar et au final, bah, on travaille pour rien, quoi, on tourne en rond. Donc, Trump, c'est normal, il attaque en fait son principal, on va dire, acheteur de dette parce qu'il a besoin de se refinancer et de se refinancer pas cher. Maintenant, est-ce que c'est bien joué ou pas? On verra. On va voir ce que la Chine répond. Je pense qu'ils en ont aussi sous le coude. Oui. Pour la France, malheureusement, je ne pense pas que la France ait une part active dans ce débat parce que, si vous voulez, c'est une discussion qui va se jouer entre superpuissances, à savoir la numéro 1 actuelle, les États-Unis, la numéro 2, qui La sera Chine. probablement la numéro 1 dans le futur, à savoir la Chine. Dans ce contexte, vous avez, enfin oui, à mon avis, c'est plutôt les pays des BRICS qui font les intermédiaires Oui. et qui vont calmer les tensions entre Chine et États-Unis. Mais je veux dire, l'Union européenne s'est tellement placée en puissance belligérante, c'est-à-dire on s'est impliqué dans le conflit russo-ukrainien, on a tapé sur Trump, on tape sur nos alliés. En fait, un jour on est content, un jour on n'est pas content. On n'a aucune. Enfin, c'est compliqué pour des gens comme la Chine qui, eux, sont restés relativement neutre dans pas mal de conflits, Mm. d'aller s'associer avec des Européens pour négocier avec les États-Unis. Donc je pense que les intermédiaires, ce Oui. seront peut-être l'Arabie Saoudite, comme on l'a vu avec le dossier russo-ukrainien, ou d'autres pays comme ça. Oui. Laurent Michelon, alors, je voudrais reprendre justement ce questionnement. D'abord, est-ce que, d'après vous, je vous demande de changer de bord, de vous mettre dans la tête de Donald Trump, est-ce que malgré tout, lui, vous comprenez sa partie? Est-ce qu'il joue bien pour ses intérêts? Et on se demandait avec Sylvain Tiget quels étaient Sylvain Tiget expliquait que peut-être que la Chine en avait encore sous le coude, il y avait encore comment dire, des cartes en main qu'il n'avait pas encore mis et posées sur la table. Quelles sont-elles? Quelle va être la suite de la partie qui est en train de se jouer devant nos yeux? Alors, effectivement, Sylvain mentionnait la vente de dettes américaines. La Chine, encore hier, a vendu 50 milliards de dollars US de bons américains. C'est débarrassé de 50 milliards supplémentaires. Il faut voir que
il y a quelques années, elle avait 2700 milliards de réserves en dollars américains, elle n'en est plus qu'à 1400. Elle vient encore d'en vendre 50 hier. Donc ça, c'est une première mesure. Ensuite, il y a les droits de douane, effectivement, qu'elle vient de mettre en place. Et puis ensuite, il y a tout ce qui va être embargo, parce que la Chine aussi peut faire des embargos, notamment elle a annoncé un embargo sur des terres rares. Ah oui. Donc on voit une vraie. En fait, si on regarde uniquement la question Chine-États-Unis, on se dit c'est la catastrophe, on va vers une guerre, une seconde guerre froide, et on ne voit pas comment est-ce que les États-Unis peuvent sortir gagnants de cela, parce que la Chine, comme je disais tout à l'heure, elle a quand même, elle s'est quand même préparée à ça depuis Oui. 2018. Elle a plus de résilience, pour utiliser un terme à la mode. Voilà. Et alors, si vous me demandez quelle est mon opinion là-dessus, sur Donald Trump, je pense pas que lui-même, enfin que la politique qu'il rend publique en ce moment est vraiment le jeu final qu'il a en tête. Ce que je vois, parce que là, il a augmenté les droits de douane sur tous les pays du monde, enfin les pays du monde entier. Oui. Il n'a pas de sens, aussi bien ses alliés que ses ennemis idéologiques. Donc on se dit ça n'a pas de sens. En fait, ce que je vois ça comme en fait l'augmentation, la création d'un nouveau droit d'entrée à commercer avec les États-Unis. Et en fait, ce qui va se passer maintenant, c'est parce que les États-Unis en guerre unique contre la Chine, ils sont perdants et ils le savent. La seule façon dont éventuellement les États-Unis réussiraient à faire plier la Chine, ça serait d'avoir une espèce de coalition économique, d'avoir beaucoup de pays qui, en même temps que les États-Unis, taxeraient la Chine. Et la seule façon de faire ça, c'est de taxer tout le monde et donc quand il y a tout le monde qui vient pleurer à sa porte en disant mais qu'est-ce qu'on va faire, on va pas arriver à vivre comme ça, de dire écoutez c'est très simple, si vous taxez les importations de la Chine que vous faites, moi je ne vous taxe pas. Et s'il réussit à coaliser un certain nombre de pays pour faire ça, là la Chine a un vrai problème. Et vous croyez que c'est ce qui est en jeu, c'est de la stratégie? Je ne vois que ça parce que si c'est purement quelque chose pour faire plier la Chine basé sur l'importance du commerce sino-américain, les États-Unis vont perdre. C'est sûr et certain. Et vous avez des indices dans ce sens-là? Vous avez des indices de discussions bilatérales qui ont déjà tourné vers ce genre de discours? On voit que le Vietnam a déclaré qu'il n'imposerait plus aucun droit de douane sur les États-Unis. Par contre, cet accord tacite entre les États qui accepteraient de taxer la Chine mais de pas taxer les États-Unis, à mon avis, ça va rester secret, ou en tout cas, ça va être très discret jusqu'à ce que cette coalition prenne forme. Donc, ça va prendre un certain temps, et je ne sais pas quel genre de pays va réussir va pouvoir se lancer dans ce genre de manœuvre envers la Chine, parce que ça pourrait coûter très cher aussi. Mais c'est la seule logique que je vois à d'abord, imposer des droits de douane sur absolument tout le monde, y compris les alliés, et deux, aller comme ça dans l'escalade à coup de 10, 25, 34, 50% le lendemain. C'est une escalade qui n'a pas de sens d'un point de vue économique, et tout le monde, enfin y compris les plus grands spécialistes aux États-Unis, s'en plaignent. Donc je pense pas que Donald Trump soit stupide, je pense pas qu'ils sont entourés de gens stupides, je pense que c'est vraiment en fait une tentative de faire un reset sur la mondialisation. En fait, c'est pas une démondialisation, c'est de faire un reset sur la mondialisation, parce que d'ailleurs, si on regarde le discours de J.D. Vance il y a quelques semaines, il a dit la globalisation n'a pas donné les résultats escomptés. Et quels étaient ces résultats escomptés? C'est les pays du milliard doré, c'est-à-dire l'Occident, restent sur le haut du panier, et le reste du monde, le sud global, travaille pour produire des biens de consommation à bon marché pour le milliard doré. Et donc J.D. Vance a dit ça n'a pas marché comme ça. Maintenant, on se retrouve avec des pays comme la Chine, l'Inde et des pays comme ça qui commencent à nous dépasser. Et donc, il y a besoin de faire un reset, pas de démondialiser, parce que la mondialisation a été créée par les États-Unis et n'a été qu'au bénéfice des États-Unis finalement. Donc, mais par contre, elle a eu des effets pervers qu'ils n'avaient pas prévus. Donc là, je pense que c'est vraiment la tentative de reprendre la main pour les géants anglo-américains. Oui, donc c'est très intéressant ce que vous dites. Finalement, ils ne veulent pas arrêter la mondialisation, mais tout simplement, mettre le haro sur leur ennemi premier, c'est-à-dire la Chine. Est-ce que vous êtes d'accord, Sylvain Tiget, avec cette analyse? Bah écoutez, c'est une analyse qui a du sens. Enfin, si on réfléchit correctement, la Chine, en moins de 20 ans, a explosé et est passée d'un pays qui produisait justement des biens et des services de faible qualité, pas chers, et qui les exportait un peu partout, à aujourd'hui faire des véhicules électriques qui ont du sens, à justement faire également des robots, ce genre de choses. Donc en fait,
On a des États-Unis aujourd'hui qui sont aux abois et qui vont chercher par tous les moyens à se maintenir. Maintenant, je pense que c'est quand même, ça va être très dur pour eux de réussir, entre guillemets, à faire piller la Chine, parce que la Chine a des relais, en fait, un petit peu partout quand on réfléchit, hein. Ils ont investi massivement en Afrique dans les infrastructures, ils ont des partenaires commerciaux et des alliés partout. Diplomatiquement parlant, ils ne se sont pas réellement mouillés dans la plupart des conflits où tout le monde a pris position, eux, ils sont plutôt restés neutres. Donc la stratégie, effectivement, de Donald Trump qui a avancé Laurent de créer une coalition pour faire piller la Chine, c'est une stratégie qui est plausible, qui est intelligente. Maintenant, la Chine a quand même pas mal également de pays vassaux, hein, donc à voir qui va vouloir rejoindre Donald Trump dans cette guerre et dire à la Chine, bah écoutez, on n'importe plus vos produits ou on met des droits de douane extrêmement élevés. Ça serait qui? Alors on aurait qui? On aurait l'Europe qui ferait ça, parce que l'Europe est un des principaux marchés pour la Chine. Mais l'Europe, quel intérêt elle a à faire ça? Parce qu'elle exporte, oui, elle exporte un peu aux États-Unis, mais je sais pas, honnêtement. Et les pays de l'Asie du Sud-Est, en général, ont de très bonnes relations avec la Chine, donc je vois pas comment Ouais. Laurent pourraient Michelon, vous reprendre. avez une réponse à ça? Je pense que effectivement l'Europe n'est pas dans la stratégie américaine parce que effectivement la Chine là aussi elle s'adresse à l'Occident donc elle a elle aurait la même riposte qu'en les États-Unis. Il faut regarder à mon avis plutôt du côté des pays du Moyen-Orient qui sont devenus très importants pour la Chine, pas tellement, enfin, pas seulement pour les exports, mais également pour tout ce qui est investissement. La Chine a perdu, on va dire, une partie des investissements en provenance des États-Unis, mais elle a réussi à compenser ça avec une partie en provenance du Moyen-Orient. Il y a également certains pays d'Amérique, d'Asie du Sud-Est qui certains ont une bonne relation, d'autres non. Et en fait, si on voit un petit peu l'application en fait économique de la tactique militaire américaine, qui est de créer cette coalition des volontaires, comme ils ont essayé de le faire en mer Rouge contre les Houthis ou des choses comme ça. Et on voit que c'est fait un peu fait de briquet de broc, mais on pourrait tout à fait imaginer que Singapour se joigne à la partie. On a vu que Taïwan, qui n'est pas un pays, qui est une entité économique, mais qui rejoindrait évidemment ce genre de choses. Peut-être la Corée ou le Japon ou les deux. Plus le Moyen-Orient, s'ils arrivent comme ça à agglomérer quelques pays de briquet de broc qui disent OK, je vais imposer des droits de douane à la Chine et puis comme ça je suis pas impacté par les droits de douane américains, il y a suffisamment de matière pour faire une campagne médiatique mondiale en disant mais regardez voilà la Chine voilà. C'est un peu la même chose, je vois ça comme l'application économique de la tactique habituelle des États-Unis. Ils ont fait ça en Irak, ils ont fait ça contre les Houthis, d'essayer de coaliser. Et quelle est la réponse? Vous disiez que enfin tous les deux d'ailleurs, vous disiez que la Chine en avait sûrement encore des cartes à jouer et qu'elle n'avait pas. Oui, vous les avez un peu dit tout à l'heure, mais est-ce qu'on peut s'attendre quelle serait la riposte si la véritable stratégie de Trump c'est celle-ci, c'est de faire finalement de liguer, de faire une coalition contre la Chine? Quelle serait la riposte chinoise? Vous avez une idée? Et puis, encore une fois, en quoi ça va nous concerner, nous? Comment ça peut toucher, le marché mondial, la France ou l'Europe? C'est quand même un peu ce qui nous intéresse. Oui, alors nous, ça nous impacterait si la Chine pliait. Et je ne vois pas la Chine plier dans une confrontation bilatérale avec les États-Unis. Parce que les États-Unis, comme disait Donald Trump à Zelensky, t'as pas les cartes en main. Et les États-Unis, clairement, n'ont plus assez de cartes en main pour jouer contre la Chine dans une confrontation bilatérale. Par contre, si la Chine se sent qu'il y a une espèce de coalition contre elle, internationale, ça c'est quelque chose de très nouveau pour la Chine. La Chine ne s'est jamais trouvée dans une situation. Donc c'est quand même pas une stratégie idiote de Donald Trump. Ça marche. Si c'est sa stratégie actuelle, ça serait pas idiot du tout. C'est la seule que je pense qui aurait une chance de réussir à faire plier la Chine. Ouais, c'est intéressant, surtout venant de vous, Laurent Michelon, qui suivez vraiment bien de l'intérieur la Chine. Sylvain Tiget, dernière question, encore une fois. On a parlé de la place de la France, malheureusement, qui n'a pas beaucoup de place. Mais qu'est-ce que au-delà de ça, qu'est-ce que nous, en tant qu'auditeurs, là, on vous écoute, qu'est-ce que cette guerre américano-chinoise peut changer pour nous dans notre quotidien? Eh bien, écoutez, Clémence, on revient dans une situation qui ressemble à celle de 2020. On peut arriver dans une situation où il y a eu un avant 2020, un avant Covid et le monde d'après. Bah là, on revient un petit peu 5 ans plus tard dans la même configuration. On serait dans un monde
pré-guerre commerciale et post-guerre commerciale, parce qu'en fait, la conséquence, c'est quoi? C'est que le monde pré-guerre commerciale, mondialisé, suroptimisé au niveau des lignes de production, c'est que je pouvais produire un iPhone ou une paire de chaussures Nike le moins cher possible, à revendre avec le plus de marge possible et Ouais. avoir ce qu'on appelle la valeur d'entreprise la plus élevée possible, hein, donc des entreprises ultra optimisées qui généraient beaucoup d'argent au prix justement du sacrifice des entreprises nationales pour des Oui. chaînes d'approvisionnement et logistique Donc, ce qui n'était internationales, pas forcément une à, bonne chose, on à est un d'accord? monde Oui. où justement ça n'existe plus et à un monde où on doit produire en interne, auquel cas les entreprises vaudront moins, mais les emplois dans les pays en question seront, enfin les emplois et les industries dans les pays en question devront se redévelopper. Donc Bah, c'est ça une serait bonne un petit nouvelle. peu. Non, c'est une alors c'est une bonne nouvelle pour certains et c'est une mauvaise nouvelle pour d'autres, mais globalement oui. Enfin pour les pays qui comme nous, je pense qu'un pays comme la France, par exemple, oui, ne devrait pas trop en souffrir parce qu'on n'exporte pas grand-chose, on importe beaucoup. Donc, si nos importations, alors après, encore une fois, hein, nous, on n'est pas, l'Union européenne ne met pas directement des droits de douane sur la Chine, mais si, par un effet ricochet, les produits chinois venaient à coûter plus cher, oui, forcément, les gens achèteraient du made in France et ils le paieraient Bah, encore plus cher. Alors, la oui, question, c'est il y a peut-être un comment. petit gap entre le chinois et le made in France, hein, quand même, mais il y a quelques pays entre les deux en termes de Il y a tarifs. quelques pays, oui, il y a quelques pays entre les deux, mais bon, après, au final, c'est toujours pareil. Il faut réussir à trouver un pays qui va produire pas cher en quantité. Enfin, ça se fera pas du jour au Mm, lendemain, hein. mm. Donc, si on devait recommencer à renationaliser toutes les industries, on reviendrait un petit peu dans une économie comme post-Seconde Guerre mondiale, hein, un peu comme les grands-parents. On achèterait des produits qui coûtent cher, mais qu'on essaierait de faire durer Bah, très moi, ça longtemps me dans le donne temps. envie, votre monde, là, Yves. Oui, oui, c'est sûr. Après, c'est pas le monde Deliveroo, voilà, Mm, Deliveroo, iPhone et basket Nike, hein. Là, c'est chaussures en cuir qu'on paye et qu'on garde 10 ans, qu'on rafistole, etc. Donc, mm. c'est cool. Moi, je dis pas. Enfin, c'est vraiment une question de goût. C'est pas. Moi, j'ai pas de jugement de valeur. Faut juste se dire que ça serait un monde différent, Ouais. d'accord? Et il faudrait du coup jouer la durabilité. Il faudrait payer et créer des projets durables plutôt que des projets qui sont suroptimisés pour la marge. Donc, c'est une nouvelle philosophie. On verra si ça vient, enfin, si ce nouveau monde émerge ou pas. Ouais, c'est très, très, très intéressant cette analyse. Et vous avez raison, ça me fait penser beaucoup au Covid où malheureusement on s'est beaucoup dit ah, regardez, on voit les animaux qui réapparaissent sur les autoroutes, ce serait tellement formidable si on pouvait rester écologique. Mais bon, ça a été oublié dès la fin du confinement. Donc, est-ce que ce ne sont entre guillemets que des vœux pieux? C'est moi qui porte le mot vœux, j'ai bien compris que vous étiez neutre sur la question. Mais en tout cas, ce retour à une production locale et peut-être à des produits de qualité plus que de quantité, moi, ce serait un vœu. Est-ce que ce great reset de la mondialisation pourrait tourner à cela? C'est une vraie question, mais c'est vraiment intéressant. Et au lieu de parler de krach boursier et de tremblement de terre, il y a une petite lumière là quand même au bout du tunnel, Sylvain Tigé. Je sais pas si Laurent Michelin, vous voulez. Oui, 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 le mot de la oui, fin pour chacun. on me dit souvent, Sylvain, vous êtes pessimiste sur l'avenir de la France, pas forcément, mais ça Oui, dépend du contexte. oui, oui, bah oui, là j'entends bien. En tout cas, moi, vous m'avez rendu optimiste. Laurent Michelon, le mot de la fin. Pour la France, oui, il y a une opportunité avec un peu de courage politique, comme on voit dans certains pays comme l'Italie. On se rappelle que l'Italie a été forcée par les États-Unis de sortir des nouvelles routes de la soie. Et tout de suite après, Mélanie est allée en Chine Ouais. signer tout un tas d'accords bilatéraux avec la Chine. C'est possible de le faire aussi. J'ai été heureusement surpris de voir Jean-Noël Barrot débarquer à Pékin la semaine dernière, en parlant justement qu'il n'était pas utile d'imposer les cognacs français comme la Chine le faisait, en oubliant quand même que c'était une riposte à l'imposition européenne soutenue par Emmanuel Macron et séjournée sur les véhicules électriques chinois. Mais enfin, il y a quand même une démarche où on se rend compte qu'effectivement, si les États-Unis maltraitent l'Union européenne, et comme on a brûlé tous les ponts avec la Russie, si on est un peu réaliste, il n'y a plus que la Chine avec laquelle on peut encore commercer de façon correcte. Donc, il faut être créatif et avoir un peu de courage politique, mais bon, je ne désespère pas. Eh bien, ne désespérons pas. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux. Sylvain Tigé, je rappelle, expert en économie, fondateur de Ultra Bourse et cofondateur de la lettre d'investissement Les Incorruptibles avec Olivier Delamarche, que nous connaissons bien également. Laurent Michelon, entrepreneur en Chine, auteur de Comprendre la relation Chine-Occident, la superpuissance réticente et l'hégémonie isolée. Merci beaucoup à tous les deux. Merci amis, n'oubliez pas de vous abonner à la Gazette du Tocsin sur toxin-media.fr/gazette.
Vous savez, tous les jours, Valentin vous écrit dans votre boîte mail, vous recevez le meilleur de la matinale. C'est un courriel, donc impossible à censurer par le système. C'est condensé, c'est fait pour ceux qui n'ont pas le temps ou qui préfèrent lire, tout simplement. C'est aussi une version courriel qui peut être partagée. C'est spécialement conçu pour être transféré en un clic. Bref, c'est la version efficace pour pouvoir diffuser au mieux nos idées et les véritables informations. Pour recevoir gratuitement la Gazette tous les soirs, inscrivez-vous donc tout de suite sur toxin-media.fr/gazette, toxin-media.fr/gazette. À bientôt.